Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Un peu plus d'un mois après le remaniement, quelle impression pouvons-nous avoir de ce nouveau gouvernement? Trop à droite, disent certains membres de la majorité ou de l'opposition, trop politique, disent certains commentateurs. Qu'en est-il de l'évolution de la présidence Macron et de ce couple entre le Premier ministre et le Président, un couple auquel vous êtes attaché? Patrice Duhamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique, ancien directeur de Radio France et de France Télévisions. Vous publiez Le Chat et le Renard, président et Premier ministre, 2 ou 3 choses que je sais un certain nombre de portraits, et qui commencent donc avec un couple Pompidou-De Gaulle. Mais avant d'évoquer ces couples et le nouveau couple présidentiel que nous avons sous les yeux, j'aimerais, Patrice Duhamel, que vous évoquiez avec nous Robert Badinter, disparu la semaine dernière. Quel souvenir conservez-vous de lui ? Un souvenir assez émouvant, puisque avec Michel Cotta, nous avons eu de longs entretiens avec lui à la fin de l'automne pour une collection patrimoniale de l'Institut national de l'audiovisuel. On a passé des heures avec lui à enregistrer son témoignage sur toute sa vie, de son enfance à aujourd'hui. Je l'ai revu en décembre, très longuement. Il était follement... Deux choses qui m'ont marqué. D'abord, il était follement inquiet de la situation générale aujourd'hui, la situation politique française, avec une perspective qui l'attristait beaucoup de victoire de l'extrême droite à la prochaine présidentielle, de la situation de la société française, de la situation internationale. Il était très marqué, bien entendu, comme beaucoup, mais lui vraiment profondément par le 7 octobre et par les suites du 7 octobre, par l'éventualité d'un retour de Trump au pouvoir aux États-Unis. Tout ça vraiment le marquait, ça m'a beaucoup impressionné. Et puis ce sentiment que les combats qu'il avait menés étaient toujours utiles et nécessaires, mais qu'il aurait bien aimé avoir quelques années de moins pour pouvoir continuer à les mener, à les entraîner, à les impulser. C'était très impressionnant. Quelle place occupait-il à gauche, Patrice Duhamel? Quel était le statut de Robert Badinter, à la fois donc au sein du Parti socialiste, puis dans la vie politique française? Alors dans le Parti socialiste, un petit rôle, parce que la politique telle qu'on l'évoque, qu'on la commente aujourd'hui, qu'on appelle peut-être de manière un peu rapide la politique politicienne, ça n'intéressait pas vraiment. Et d'ailleurs, François Mitterrand, qui avait énormément de respect, d'estime et d'amitié, même d'affection pour Robert Badinter, lui disait toujours, de toute façon, Robert, vous n'avez aucun sens politique, etc. Mais je dirais, au-delà de la gauche, il jouait un rôle dans la société française. Ce qui est impressionnant, c'était quelqu'un d'à la fois très profond et de très drôle. Il adorait rire, raconter des histoires, imiter les présidents. Ses imitations de Mitterrand et de Giscard, c'était absolument formidable. Mais il jouait un rôle de boussole, je pense, dans l'ensemble de la société française depuis une trentaine d'années. Ce qui est frappant chez lui, et il le rappelait en riant beaucoup, c'est ce passage d'une période 80, l'abolition de la peine de mort, contre à peu près 2/3 de l'opinion française, les sondages étaient unanimes de ce point de vue-là, avec des manifestations sous les fenêtres du ministère de la Justice, Badinter démission, Badinter assassin, enfin c'était terrifiant. Et après, à partir de la fin des années 90, le départ de François Mitterrand, les années 2000, etc., donc une bonne vingtaine d'années, c'est devenu une sorte de boussole pour l'ensemble de la société française. Je mets les extrêmes de côté. Sur la défense des libertés publiques, sur l'humanisme, sur la morale, même au sens noble du terme. Et de ce point de vue-là, à la fois, ça le réconfortait et ça l'amusait de voir ce décalage à une vingtaine d'années près entre une franche détestation. C'était pendant un moment le ministre le plus détesté des gouvernements de François Mitterrand, et aujourd'hui où il fait totalement l'unanimité. Même l'extrême droite, la semaine dernière, bon, avec des réserves bien entendu et des nuances, a quand même salué sa mémoire. Mais alors, vous qui vous intéressez beaucoup aux relations entre
les premiers ministres et les présidents, Patrice Duhamel, Robert Badinter n'a pas été Premier ministre, mais il était proche de François Mitterrand. Quel poids pesait l'ombre de Bousquet entre eux? Alors, c'est un gros sujet. Badinter était Bousquet, je dois rappeler... René Bousquet, oui, c'est l'organisateur notamment de la rafle du Veldiv en juillet 42. Et en rappelant aux auditeurs, mais qui j'imagine le savent déjà, qu'il n'avait pas eu besoin de la Gestapo, des nazis et du Troisième Reich pour faire déporter les enfants. Donc un personnage abject. Je disais, Badinter était un homme secret et qui savait garder les secrets. Une des raisons pour lesquelles François Mitterrand l'aimait beaucoup. Et on l'a interrogé dans ses entretiens là-dessus. Alors, il le défend pas, mais il dit que François Mitterrand a connu Bousquet, mais après la guerre, et que donc on peut pas lui reprocher la moindre connivence pendant la guerre. Sinon, il n'a jamais parlé de ça publiquement. On sait deux choses. La première, c'est qu'il a envoyé une longue lettre à François Mitterrand sur ce point qui n'a jamais été divulgué ni par l'un ni par l'autre. Peut-être le saura-t-elle un jour, mais pour l'instant, personne ne l'a lu en dehors de ces deux hommes. Et deuxièmement, qu'ils ont eu une longue explication lorsque le livre de Pierre Péan est sorti à la rentrée de 1994, quelques mois avant le départ de l'Élysée de François Mitterrand, et un entretien dont Robert Badinter a dit qu'il n'avait été agréable ni pour l'un ni pour l'autre. Donc on s'imagine que, connaissant leur intelligence à tous les deux et leur affection réciproque, ça a dû être une conversation à la fois rude et claire et nette. Mais c'est quand même, on sentait que c'était quelque chose qui le perturbait énormément. Dans les commentaires qui ont été faits lors de la disparition de Robert Badinter, il y avait beaucoup de nostalgie de ces hommes politiques-là. Est-ce que c'est une illusion rétrospective? Parce qu'on a souvent tendance à valoriser le passé au détriment du présent, ou bien on a raison d'être parfois un peu, comment dirais-je, dur avec notre scène politique actuelle? Alors, j'essaie de, comme vous, même si je suis d'une autre génération, de ne pas être nostalgique, mais franchement, des hommes de la dimension, de la trempe, du courage de Robert Badinter, je ne suis pas sûr qu'il y ait l'équivalent aujourd'hui, pas seulement sur la scène politique, parce qu'il ne se considérait pas comme un homme politique au sens étymologique du terme, comme un acteur de la société française. C'est ce qu'il revendiquait. Mais moi, j'ai tendance à penser, je me trompe peut-être, que la guerre a été une rupture dans les grands dirigeants politiques français. Il y a ceux qui ont vécu la guerre, qui ont participé à la guerre, qui l'ont connue même très jeune. Chirac, par exemple, il avait moins de 10 ans au début de la guerre. Et puis, il y a les générations suivantes, dont Malraux ou Badinter diraient qu'ils n'ont pas le sens tragique de la vie publique et de la société française. Je crois qu'il y a là une vraie rupture. Mais c'est vrai que quand on voit quand vos auditeurs et les Français pourront voir ces entretiens de plusieurs heures avec Robert Badinter, j'imagine, dans quelques jours, et ils verront quelle est la dimension de cet homme extraordinairement marqué par un événement qui a été à quelques jours près février 43, l'arrestation de son père sous ses yeux par un commando de la Gestapo, aidé, comme souvent dans cette période malheureusement, par quelques gendarmes français. Et lui, il était très jeune, il avait 13 ou 14 ans, il ne pouvait rien faire. Voilà. Et il a su que des années plus tard, que c'est Klaus Barbie lui-même qui dirigeait la Gestapo à Lyon et qui avait participé à l'arrestation de son père. C'est quelque chose qu'il avait... C'est bien entendu légitime quand on dit ça, ça a l'air archi naturel, comme aurait dit De Gaulle. Mais il en avait tiré toute une série de conclusions, de leçons qu'il a ensuite mises en œuvre et validées et assumées pendant toute sa vie publique. Tous ces combats
viennent notamment de cette image de son père. Voilà, c'était quelque chose dont il parlait avec difficulté. Il parlait volontiers de son père, mais de l'arrestation de son père, je lui ai encore posé la question il y a quelques mois, c'était trop difficile pour lui. Vous livrez une série de portraits extrêmement savoureux donc de nos présidents et premiers ministres, en débutant avec le général de Gaulle et Georges Pompidou. Ça s'appelle Le chat et le renard et c'est aux éditions de l'Observatoire. Patrice Duhamel. Dans quelle catégorie se rangent désormais Gabriel Attal et Emmanuel Macron, qui constituent donc aujourd'hui la tête de l'exécutif? Alors j'avais choisi, c'est un livre pour chaque couple. J'ai raconté mes souvenirs sur 13 de ces couples. On est au 26e aujourd'hui, donc la moitié ceux que je trouvais les plus romanesques et que j'ai bien connus, sauf De Gaulle-Pompidou, mais j'ai su après exactement dans le détail comment ça s'était passé entre eux. Et ça s'est très très mal terminé, comme chacun sait. Et donc il y a une fable pour chacun de ces couples. Le chat et le renard, j'avais choisi ça comme titre parce que c'est l'inéluctabilité de la discorde. Entre des hommes. Et en regardant chacun de ces couples dans le détail, on se rend compte qu'en réalité, les présidents au-dessus, ils sont le plus souvent, Mitterrand par exemple, à la fois chat et renard, mais pas seulement Mitterrand. Je pense que Emmanuel Macron aussi est à la fois chat et renard, c'est-à-dire la souplesse, une forme de fidélité relative comme les chats, et la ruse et surtout la flatterie, qui est un art de gouverner, malheureusement, je dirais, chez beaucoup de ces présidents. Donc ils sont les deux à la fois. Aujourd'hui, j'ai trouvé une fable pour la prochaine édition pour ce couple Macron-Attal. C'est Le berger et le roi, très jolie fable de La Fontaine, qui est une fable sur l'ambition et la jalousie. Alors l'ambition, c'est bien entendu celle d'Attal, qui est le berger dans la fable, Macron étant le roi, on pourrait dire Jupiter, ce qui n'est pas la même chose, mais enfin, on imagine le niveau. Et maintenant, le sujet est de savoir, les couples présidentiels, en gros, ils ne fonctionnent que quand le Premier ministre, en dehors des périodes de cohabitation, où là c'est institutionnellement très différent, si le Premier ministre a une forme d'indépendance, une marge de manœuvre, une liberté. C'est le cas aujourd'hui? Pas encore. C'est un couple, à mon avis, qui se cherche. Ça a mal démarré parce qu'une conférence de presse très longue, trop longue, du président quelques jours avant le discours de politique générale de Gabriel Attal, c'était pas logique, c'était pas cohérent. Après, la crise agricole, ils sont mieux répartis les rôles, mais on sent bien aujourd'hui que Gabriel Attal, alors c'est le début, ça fait moins d'un mois, a du mal à maîtriser cette liberté de manœuvre qui est indispensable dans un couple, parce que si le Premier ministre n'a pas sa liberté de manœuvre, il n'a pas l'autorité nécessaire sur le gouvernement. Le chat et le renard, président et Premier ministre, c'est votre livre publié aux éditions de l'Observatoire. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Patrice Duhamel. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, le centre est-il en train de disparaître de la vie politique française? Autrement dit, assiste-t-on à un clivage de plus en plus important entre les deux manière de voir la réalité, par exemple, illustrée par ce que vous venez de dire, Jean Lémarie, sur la question de Mayotte et la disparition pour cette île, la disparition possible du droit du sol. Nous sommes en compagnie de Patrice Duhamel, éditorialiste politique, ancien directeur de Radio France et de France Télévisions. Vous publiez Le chat et le renard, président et Premier ministre, 2 ou 3 choses que je sais d'eux aux éditions de l'Observatoire. Et nous accueillons Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos. Bonjour. Bonjour. Cécile Cornudet, par rapport à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie sur Mayotte, assiste-t-on à une radicalisation des politiques français, là en l'occurrence du gouvernement, qui voudrait réformer le droit du sol, alors qu'il s'agit indéniablement là aussi d'un symbole? C'est vrai qu'on a l'impression que Gérald Darmanin a fait ses annonces juste pour illustrer notre débat d'aujourd'hui. La question, c'est est-ce que Emmanuel Macron vire à droite? En réalité, on avait l'impression que peut-être à la fin du débat immigration, à la fin de l'année 2023, ça ouvrirait une nouvelle phase finalement de rééquilibrage plus au centre ou plus à gauche. Et finalement, non.
autant en termes de personnes quand il fait venir Rachida Dati, autant en termes de tonalité politique quand on entend la conférence de presse d'Emmanuel Macron et le discours de politique générale de Gabriel Attal, c'est plutôt une tonalité de droite. La question, c'est pourquoi il fait ça. Il n'assume pas du tout un virage à droite, Emmanuel Macron. Il dit non, moi je viens de la gauche, Gabriel Attal vient de la gauche, pourquoi on ne parle que de Rachida Dati lui, ce qu'il cherche, c'est comment on fait vivre le macronisme après lui. Lui, il ne peut pas se représenter. Et donc, il veut au moins faire vivre le macronisme. Mais le macronisme, il est quand même bien embêté parce que c'était quoi jusqu'à présent? C'était beaucoup un libéralisme économique, des succès économiques. Or, on voit, il y a un énorme ralentissement économique. On n'est pas sûr qu'il pourra atteindre son objectif de plein emploi. Alors, il fait quoi? Il revient aux fondamentaux de ce qu'était le macronisme en 2017, c'est le dépassement politique. Alors, c'est pour ça qu'il essaye de continuer à faire venir des personnalités. À gauche, il n'y arrive pas, donc il fait venir Rachida Dati, parce qu'à droite, c'est plus facile. Il y a Nicolas Sarkozy qui joue les entremetteurs et ça fonctionne mieux. Et sur le fond, ce qu'il veut, c'est le mouvement. C'était En Marche, c'était le mouvement, donc il veut montrer qu'il bouge. Et comment montrer qu'on bouge quand on n'a pas d'argent pour faire une politique sociale, quand les sondages demandent de l'autorité, eh ben on suit un peu les sondages et on dit qu'on va continuer à réformer économiquement la France, même si ça va être très compliqué, parce qu'il est dans le mouvement, mais en même temps, on sait, il n'a toujours pas de majorité absolue. Il aurait pu, en 2022, choisir de faire une coalition avec la droite. Ça aurait permis de continuer à avancer. Il ne veut pas. Il veut fracturer la droite plutôt, essayer de faire venir ses personnalités. Ça crée une sorte de dissonance entre les deux objectifs de dépassement et de mouvement. C'est-à-dire en faisant venir des personnalités comme Rachida Dati, il bloque LR, qui ne veut plus voter avec lui. Et en voulant continuer à agir, c'est plutôt sur le flanc droit, puisqu'il n'a pas d'argent pour faire une politique sociale. Patrice Duhamel, qu'en pensez-vous? Je trouve que ça illustre une autre difficulté de l'exécutif, pas seulement du gouvernement Attal, mais depuis un certain nombre d'années, et notamment depuis qu'on a une majorité très relative, puisqu'il manque une quarantaine de députés pour avoir la majorité absolue, c'est l'écart permanent, c'est très difficile à gérer, compte tenu de cette majorité très relative, entre les annonces et la mise en œuvre, parce que effectivement, Darmanin, il fait un coup là-bas. C'est sans doute, apparemment, de ce que l'on entend, je ne suis pas un spécialiste de Mayotte, mais souhaité par les habitants de Mayotte. On oublie peut-être aussi que ceux qui viennent, celles et ceux qui viennent des Comores, ils viennent pas seulement et forcément pour avoir la nationalité française, ils viennent surtout parce que le niveau de vie n'a rien à voir. Je crois que l'écart est de quelque chose comme 1 à 8 entre le niveau de vie des Comores et le niveau de vie de Mayotte. Après la mise en œuvre, il va y avoir, je n'ai pas fait les calculs avant de venir arithmétique, puisqu'il faut les 3/5 au Congrès. Ça passe si le RN vote. Voilà, et si la majorité vote dans son ensemble. Et que fera l'aile gauche, entre guillemets, de la majorité, qui a peut-être, à partir de cette semaine, un nouveau leader qui s'appelle Elisabeth Borne. Oui, parce qu'elle revient, ça va être intéressant. Patrice Duhamel. Oui. Non, mais je termine. Elle revient et donc elle n'est pas contente. Oui, mais sur l'affaire du droit du sol, il y a aussi un problème au Conseil, enfin un problème potentiel au Conseil constitutionnel. Il y a quand même une des bases de la République et des institutions de la Ve République, c'est l'égalité des droits. Donc, est-ce que le Conseil constitutionnel validera le fait qu'on fait une exception pour des raisons qui sont jugés peut-être légitimes par certains, mais qui sont très combattus par d'autres. Voilà. Jean Lémarie. Est-ce que ce qui se passe à Mayotte, puisque c'est aussi le cœur du débat, peut préfigurer la suite du débat national? Je m'explique. Un des arguments mis en avant, c'est le vote, par exemple, à Mayotte pour Marine Le Pen à la présidentielle de 2022. 59% des voix au deuxième tour. Donc le Rassemblement national a beau jeu de dire « Regardez ». La situation de l'immigration à Mayotte, c'est la situation de l'immigration demain dans le reste de la France. Et le vote pour Marine Le Pen à Mayotte, eh ben c'est le vote pour Marine Le Pen demain dans le reste de la France. Cécile Cornudet. C'est un piège pour tout le monde. C'est vrai que Gérald Darmanin piège la droite et le RN, puisqu'ils ont toujours demandé ça. Mais en même temps, tout de suite, ils disent nous, on veut le droit du sang pour tout le monde.
c'est possible que LR et RN soient obligés de voter, mais derrière, la majorité, le gouvernement va être poussé à aller toujours plus loin. Ça ouvre une brèche, en réalité, dans le droit de l'immigration. Et finalement, ça se passe comme ça sur tous les événements. Sur l'immigration, c'était pareil. Plus le gouvernement essaye d'aller sur le terrain de RN. C'est moins d'ailleurs, je pense, aller sur le terrain du RN que répondre à l'attente qu'il voit dans l'opinion de réponses fortes, mais plus ça donne des arguments, effectivement, au RN pour dire, vous voyez, on avait raison, vous voyez, on demandait une révision de la Constitution, vous voyez, on demandait la fin du droit du sol. On voit quand même, Patrice Duhamel, alors vous évoquiez le retour d'Elisabeth Borne, qui pourrait incarner une forme d'aile gauche de la Macronie, mais au fil des années, Emmanuel Macron, qui au départ veillait donc à aménager les deux aspects de sa politique, eh bien, a été perçu par les commentateurs comme étant de plus en plus unilatéral dans sa manière de gouverner. Est-ce que c'est votre opinion? Est-ce que c'est significatif de beaucoup d'évolutions de mandat présidentiel? Alors, c'est deux questions différentes. La première, je crois que c'est quand même évident. Alors, vous l'évoquiez il y a un instant, ils vont dans le sens de l'évolution de la société française qui glisse progressivement vers la droite. Juste petite parenthèse, il y a aussi une forme de piège pour l'extrême droite et pour la droite, dans la mesure où c'est quand même difficile pour eux de ne pas aller voter un texte comme celui-là, que diraient leurs électeurs. Et en même temps, s'ils le votent, ça permettra à la majorité de dire, vous voyez, on a quand même fait des choses. Donc il y a un petit peu un piège général. Sur votre seconde question, si on voit l'ensemble des couples depuis de Gaulle-Pompidou, les seconds mandats, il y a une espèce de malédiction. Il y a une usure accélérée. Alors on n'en est pas aux 14 ans de Mitterrand ou aux 12 ans de Chirac, mais on sent là qu'il y a une usure, qu'il y a un problème de pédagogie. Moi, personnellement, je trouve que le président parle beaucoup trop pour occuper le terrain. J'ai eu une discussion là-dessus une fois. Je lui ai dit, mais pourquoi vous parlez autant? Il me dit, mais les Français, depuis le quinquennat, avec les chaînes d'information permanentes, considèrent que tout vient du président. Quand il y a une mauvaise nouvelle, c'est forcément le président qui a pris la décision. Donc, si c'est ça, si les Français pensent ça, autant l'assumer et autant dire c'est moi et intervenir en permanence. Je pense que c'est une erreur de stratégie. C'est pas seulement de la communication, comme on le dit souvent. C'est de la stratégie politique. Et notamment quand on a un nouveau Premier ministre. Je me souviens du couple Mitterrand-Fabius. C'est un petit peu le même, le coup d'aller nommer un très jeune Premier ministre. Fabius, qui connaissait mieux Mitterrand que Attal ne connaît Macron, avait obtenu de Mitterrand qu'il se taise quasiment pendant 6 mois. Et puis il y avait eu la fameuse formule qu'ils avaient imaginée et théorisée ensemble, qui était lui c'est lui, moi c'est moi. Je reviens donc à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire pour l'instant, bon, on n'en est qu'à moi, mais pour l'instant, c'est encore trop tôt, il faudra voir après peut-être les européennes. Pour l'instant, on ne voit pas bien la marge de manœuvre autonome de Gabriel Attal. Il a donné une interview dans un des journaux hier, dans le Parisien, où il cite le président sans interruption. Et il faut que le Premier ministre, on sait bien qu'il est loyal avec Emmanuel Macron, peut-être qu'un jour ils auront des problèmes, mais pour l'instant on voit bien qu'il est loyal, qu'il est dans la ligne. Mais il se réfère trop. Le Premier ministre qui n'a pas d'autonomie a beaucoup de difficultés à avoir de l'autorité sur son gouvernement. Et ça, c'est un problème majeur pour l'exécutif. Il est quand même dans une situation un peu différente de celle d'autres premiers ministres, Cécile Cornudet, Gabriel Attal. C'est le fait que son existence politique est tout entière contenue dans la Macronie et les 2 mandats finalement d'Emmanuel Macron. Oui, mais il aurait pu incarner justement le macronisme originel, plus équilibré que vous mentionnez. Et manifestement, il ne le veut pas. Son drame, d'une certaine façon, c'est qu'il avait identifié un sujet sur lequel il pourrait exister, puisqu'il voyait que Emmanuel Macron avait du mal à exister dessus et n'en avait pas parlé dans sa conférence de presse, c'était l'écologie. Paf, crise des agriculteurs, que demande la FNSEA? C'est d'abord de revenir sur... Il n'est pas terminé en plus. Oui, ils maintiennent la pression effectivement sur les phytosanitaires. Et on voit bien surtout que Emmanuel Macron n'a pas envie qu'il existe vraiment. Il le fait à la fois venir
il parle de régénération pour se faire une transfusion sanguine de jeunesse. On voit bien que c'est ça, mais il ne veut pas laisser son jeune complètement exister. Après l'histoire de François Bayrou, il nomme à l'éducation nationale Nicole Belloubet, qui n'était pas le choix et surtout pas la philosophie de l'école de Gabriel Attal. Il y a la semaine dernière, discrètement, sans caméra, Emmanuel Macron va sur le terrain dans une exploitation agricole et quand il raconte après ce qu'il fait, il dit « moi, j'ai pas besoin de caméra ». Sous-entendu « moi, je fais pas de la com », etc. On voit bien, on est là face à ce couple depuis un mois seulement, que déjà, il n'y a pas envie qu'il existe trop quand même non plus. Parce que c'est vrai que cette régénération, elle ne se traduit pas du tout au bout d'un mois dans la cote de popularité d'Emmanuel Macron, pas du tout dans les intentions de vote aux européennes. Le seul qui bénéficie de l'effet Attal, c'est Gabriel Attal. Donc ça ne peut pas trop durer avec Emmanuel Macron. Mais par contre, il y a un autre jeune qui semble bénéficier d'un effet, en tout cas si on en juge dans les sondages, c'est Jordan Bardella. Patrice Duhamel. C'est le duel des européennes. Moi, ce que j'ai retenu du discours de politique générale de Gabriel Attal, en dehors d'un certain nombre de mesures concrètes, qui évitent de passer souvent par la voie législative, puisqu'ils n'ont pas la majorité pour les voter, c'est ce qu'il a dit qui était très offensif sur l'extrême droite et sur le fait que vraisemblablement on ne sait pas encore qui va diriger la liste de la majorité, tout simplement parce que je pense que c'est Gabriel Attal, tout simplement. Non pas, il n'y aura pas son nom sur le bulletin de vote, mais c'est lui qui va impulser la campagne. Il y aura sans doute un ou deux grands discours sur l'avenir de l'Europe du président lui-même, dont c'est sans doute la seule vraie colonne vertébrale depuis 2017 en réalité. Sur le reste, il a beaucoup bougé. Là, on est quand même dans une stratégie claire. Donc ça va se jouer dans un face-à-face entre les deux qui interviendra avant le début de la campagne officielle. Peut-être chez vous, peut-être sur une chaîne de télévision, je ne sais pas. Ça va se jouer à ce moment-là. Et ça fait vieillir un petit peu tout le monde. Je pense que les réactions sur le coup de gueule de François Bayrou, dont il ne faudrait pas minimiser les effets non plus, parce qu'il a dit quand même des choses extraordinairement sévères et qui resteront, je pense. Et quand Bayrou dit quelque chose, parfois on ironise, mais il a une expérience telle que je pense que ça serait une erreur de les marginaliser. Je ferme la parenthèse. Le problème de ce face-à-face, c'est quand on voit les sondages d'opinion, on est à, pour simplifier, une dizaine de points d'écart, ce qui est considérable, entre la liste de l'extrême droite et la liste de la majorité. Si Attal réussit à réduire un peu l'écart, ça sera plutôt positif. Je pense qu'il faut exclure l'hypothèse où la liste de la majorité arriverait devant. Si en revanche on est dans des eaux autour de 10%, ça va poser un problème politique. Je ne pense pas qu'il sera remplacé après les européennes, ça n'aurait franchement pas grand sens. En revanche, ça affaiblira nettement l'exécutif et sur un sujet qui est le sujet du président, l'Europe. Jean-Lémy Marie. L'idée du remaniement il y a quelques semaines, enfin du remaniement en plusieurs étapes, puisqu'on a suivi chaque épisode de ce très long processus, c'est effectivement l'ambition d'un retour au moins affiché au macronisme originel. Je reprends votre expression, Cécile Cornudet, c'était l'idée du plus jeune Premier ministre de l'histoire, comme il y avait eu le plus jeune président de la République de l'histoire. L'idée qu'on allait refaire finalement, redonner l'image de ce dépassement alors qu'on s'était englué, quand je dis on, c'est la majorité, notamment dans le débat sur l'immigration et cette évolution très nette vers la droite. Qui incarne aujourd'hui ce macronisme originel? Est-ce François Bayrou? C'est ce qu'il prétend en tout cas lorsqu'il vient donner, comme il l'a fait la semaine dernière, des leçons au président de la République. Cécile Cornudet. Oui, je pense qu'il y a François Bayrou, il y a en coulisses beaucoup de gens qui sont malheureux parce qu'ils ont, genre, comme Richard Ferrand, qui ont l'impression que voilà, ça ressemble plus à ce qu'ils avaient voulu. Mais encore une fois, Emmanuel Macron pense que c'est le macronisme originel, que c'est pas parce qu'aujourd'hui il répond à cette attente de l'opinion et il arrive à attirer une personnalité de droite que demain, dans 6 mois, peut-être ou pas avec un autre Premier ministre, il arriverait à faire différemment. C'est le pragmatisme, c'est on fait quelque chose parce qu'il y a une attente et c'est pas de l'idéologie. Alors je pose la question autrement, si la réalité de politique est celle-là, peut-être la réalité de l'opinion effectivement, y a-t-il une place pour un nouveau dépassement, celui peut-être que François Bayrou aimerait représenter, incarner en 2027? Patrice Duhamel. Compte tenu de l'arithmétique parlementaire, aujourd'hui, sans doute pas.
Ce qui est frappant, c'est dans la difficulté de l'exécutif actuellement, c'est la différence. Il y a une célèbre émission de télévision, une émission politique là-dessus, les paroles et les actes. C'est que les paroles sont à peu près macroniennes ou macronistes, les actes sont l'aile droite de la Macronie. Et donc, ils ont un problème et tout simplement parce qu'ils ont besoin de la droite pour voter un certain nombre de textes. Et c'est ça l'extraordinaire difficulté, qui normalement, sur le papier, si on voit les institutions de la Ve République, enfin normalement, ça pourrait être une dissolution à un moment ou à un autre. Ça veut dire, on est bloqué, on a du mal à faire passer, compte tenu du 49.3 qu'on peut... Quel est l'intérêt de la dissolution connaissant les risques? Non, mais les risques sont absolument majeurs et c'est pour ça que le président ne dissout pas. Parce qu'il y a des sondages secrets dont on n'a pas le droit de parler à la radio, mais qui sont dévastateurs pour la majorité. Il y a un sondage qui n'est pas secret, c'est celui des européennes. Oui, mais je parlais de sondage dans l'hypothèse J'entends bien, mais on peut imaginer qu'il y a un lien entre les deux. C'est pour ça que je disais, théoriquement, sur le papier, voilà, quand on est dans une situation bloquée sous la Ve République, on n'est pas dans une crise politique majeure. L'exécutif fonctionne à peu près, mais on est quand même dans une très grande difficulté. Cécile Cornudet, est-on en train de passer d'une situation de 3 blocs à 2 blocs, puisque finalement on voit aujourd'hui qu'il y a une forme de radicalisation d'un côté et une disparition des positions intermédiaires. C'est aussi un peu cela qui était dit par François Bayrou. Oui, est-ce que le centre était une parenthèse, comme il l'a été au moment de Valéry Giscard d'Estaing, et on reviendra à un clivage traditionnel gauche-droite? C'est le grand enjeu de 2027, en fait, personne ne peut le dire. On voit bien qu'Édouard Philippe pense qu'il y a plutôt un retour au clivage gauche-droite, et que lui devrait incarner une sorte de droite élargie au centre, mais quand même de droite. Avec des actes, dit-il ce week-end, oui, ce qui est peut-être des risques, des prises de risques, il dit. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est quand on a une interview pour dire je vais prendre des risques ou je vais avoir des idées. Bah oui, mais on aimerait bien les lire dans l'interview. Bon, en tout cas, il a conscience que il faut bouger. Mais un Gabriel Attal, par exemple, je pense qu'incarnerait plus quelque chose que de en même temps prolongé. Donc ça va être un gros combat. À la fois, on sent que la gauche et la droite, dans l'esprit des gens, n'a pas disparu, existe toujours. On se définit toujours quand même beaucoup comme ça. Et en même temps, la guerre des partis d'avant, je crois que les gens n'en ont pas envie non plus. Donc, sincèrement, ça va être intéressant en 2027 de ce point de vue de voir comment ça va se repositionner. Patrice Duhamel. Pour le Premier ministre, normalement, un discours de politique générale, quand un Premier ministre vient d'être nommé, donc un nouveau Premier ministre ou une nouvelle Premier ministre, ça crée un style, une personnalité. L'attalisme n'est pas né dans son discours de politique générale il y a 15 jours, comme d'autres styles sont nés avec... la rapidité Valls, peut-être, le débit de mitraillette. Avec Michel Rocard ou avec Georges Pompidou. Donc c'est difficile. Aujourd'hui, dans les actes, ce que fait la stratégie du Premier ministre, et qui est donc celle du président, et qui le met en musique, c'est plutôt la jambe droite, ça c'est clair. Donc est-ce qu'ils vont arriver sur tel ou tel sujet sans une majorité absolue sans argent et sans moyens, vous aviez raison de le dire, et quand même plus on s'approche de la présidentielle, plus les positions politiques et syndicales sont dures. Est-ce qu'ils vont arriver à revenir à ce macronisme d'origine? C'est vraiment extraordinairement difficile. Et pourquoi faire aussi, Cécile Cornudet, puisque donc on a la problématique des seconds mandats, à ceci près que aujourd'hui Emmanuel Macron ne se représente pas. Oui, ce qui est totalement inédit. Comment imagine-t-on son avenir politique, ou alors l'avenir du pays, plus exactement? Qu'est-ce que l'on sait sur les souhaits d'Emmanuel Macron à cet égard? Sans doute de revenir, de ne pas quitter la politique et à un moment ou à un autre de revenir. C'est pour ça qu'il est tellement attaché à faire revenir vivre... donc après un mandat peut-être, voilà, intercalaire. D'où cette question que se pose beaucoup autour de lui, c'est quel est son intérêt après 2027. Lui, il dit beaucoup, je ne veux pas être Obama qui ouvre la porte à Marine Le Pen. Mais certains disent que Marine Le Pen est en quelque sorte son intérêt dans ce contexte-là. Voilà, parce qu'il y aurait besoin très vite d'un recours et que lui, il serait tout placé pour être le recours. Il y a beaucoup de recours en France. C'est une grande maladie. Mais c'est pour ça que je crois que son obsession aujourd'hui, c'est de faire vivre le macronisme, donc de continuer sur ce qui marche, continuer à fracturer les autres partis. C'est ça qui portait sa marque en 2017 et continuer à bouger, même si c'est de l'agitation.
Ça vous fait penser à une situation, Patrice Duhamel, parce que des situations de second mandat, on en a connu au moins deux, mais à chaque fois dans des contextes très différents. Oui, je pense que ce qui est inédit, c'est qu'on a un Premier ministre très jeune, dont sans doute quand même, au bout du bout, le président souhaite qu'il soit son successeur. En tout cas, il préfère sûrement avoir Gabriel Attal comme successeur que Édouard Philippe, parce que leurs relations sont maintenant quasiment exécrables. Il fait deux cauchemars permanents, Macron, ou il a deux obsessions. Le premier, c'est qu'il voit tous les jours, compte tenu du fait qu'il ne peut pas se représenter, son pouvoir se réduire. Et ça le travaille beaucoup. Et deuxièmement, le cauchemar absolu qui est, fin mai 2027, d'être sur le perron de l'Élysée et de serrer la main de Marine Le Pen qui viendrait d'être élue. Et on ne retiendrait que ça de ses 10 ans à l'Élysée. Donc il sera obligé de bouger d'une manière ou d'une autre. Bon, je parlais d'une dissolution, c'est très peu probable parce que ça serait une catastrophe pour la majorité, mais de prendre une initiative forte à un moment ou à un autre. Un mot de conclusion, Cécile Cornudet. Oui, les dissolutions, finalement, elles avaient été faites par des présidents qui pouvaient se représenter. Donc, ça les avait servi de mettre un opposant à Matignon en attendant. Là, il ne peut pas se représenter. Donc, c'est pour ça que ça le bloque. Cécile Cornudet, on vous retrouve dans les colonnes des Échos. Patrice Duhamel, Le chat et le renard, président et Premier ministre, c'est aux éditions de l'Observatoire.